Le jour où Stéphane a changé son testament, me laissant sans rien après 12 ans de mariage, j'ai cru que ma vie était finie. Cet homme, avec qui j'avais tout construit, osait me jeter dehors pour Léa et son bébé. Mais leur arrogance a allumé en moi une étincelle de rébellion. Je n'allais pas les laisser me détruire et s'emparer impunément de notre héritage. La partie venait juste de commencer, et ils allaient regretter d'avoir sous-estimé ma colère. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Léa tenait son ventre de 7 mois comme si c'était son passeport pour la richesse éternelle. Elle avait réussi à arracher le millionnaire à sa femme, détruit un mariage de plusieurs années et assuré son avenir brillant. Mais quand Nathalie entra dans cette fête radieuse aux côtés d'un autre homme, Léa découvrit que certaines victoires peuvent se transformer en la plus grande humiliation publique de sa vie et que tous les secrets ne restent pas enfouis pour toujours. Nathalie était en train de plier des vêtements dans la chambre quand le téléphone portable de Stéphane vibra sur le lit. Elle n'y prêta pas attention au début, concentrée sur les chemises à repasser, mais l'appareil ne cessait de sonner. Un message après l'autre, comme si c'était urgent. Curieuse, elle s'approcha et vit le nom sur l'écran. Léa. Qui était Léa? Stéphane n'avait jamais parlé d'une Léa au bureau. Son cœur commença à battre plus fort. Cette mauvaise sensation que l'on ressent quand quelque chose ne va pas. L'écran s'alluma de nouveau. Un autre message de cette fameuse Léa. Et un autre. Nathalie regarda la porte de la chambre. Elle entendit Stéphane sous la douche, l'eau coulait. Ses mains tremblèrent quand elle prit le téléphone. Elle savait qu'elle ne devrait pas regarder, mais quelque chose en elle criait qu'elle devait savoir. Le premier message qu'elle lui fit s'effondrer son monde. « Oh mon amour, je ne supporte plus de me cacher. Notre bébé grandit et je ne supporte plus de me cacher. » Nathalie relut, pensant avoir mal compris. Stéphane allait être père, mais comment, alors qu'ils essayaient d'avoir des enfants depuis des années? Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber le téléphone. Elle fit défiler la conversation vers le haut, lisant message par message. « Je t'aime, mon mari emprunté. J'ai hâte que tu te débarrasses d'elle. Notre bébé naîtra dans le palais qu'elle pense être le sien. » Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine. Stéphane avait une maîtresse et cette maîtresse attendait son enfant. L'enfant que Nathalie rêvait de lui donner depuis si longtemps. L'enfant que les médecins disaient qu'elle ne pouvait pas avoir. Nathalie s'assit sur le lit, les jambes molles. Combien de fois s'était-elle sentie coupable de ne pas pouvoir tomber enceinte? Combien de nuits avait-elle pleuré en secret dans la salle de bain, pensant être une épouse incomplète? Et maintenant, elle découvrait que Stéphane avait eu un bébé avec une autre femme. Le bruit de la douche s'arrêta. Stéphane allait sortir de la salle de bain à tout moment. Nathalie remit le téléphone exactement à sa place et essaya de faire semblant de plier le linge, mais les larmes ne cessaient de couler. Comment allait-elle réussir à faire comme si elle ne savait rien? Stéphane sortit de la salle de bain avec la serviette autour de la taille, fredonnant doucement. Il semblait heureux, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Il avait une petite amie enceinte qui l'attendait quelque part. « Et quel est ce visage, mon amour ?» demanda Stéphane en voyant son visage gonflé. « Pourquoi pleures-tu ?» Nathalie le regarda. 12 ans de mariage, 12 ans à construire une vie ensemble. Et il demandait avec ce visage innocent, comme s'il n'était pas en train de tout détruire derrière son dos. « Et qui est Léa ?» La question sortit doucement, mais coupa le silence de la chambre comme un rasoir. Stéphane arrêta de s'essuyer. Son expression changea instantanément. Le sourire disparut. Ses épaules devinrent tendues. Il savait qu'il avait été découvert. « Comment as-tu su pour elle ?» Stéphane ne nia pas. Il ne fit pas semblant de ne connaître aucune Léa. Il voulut seulement savoir comment Nathalie avait découvert. « Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. Elle a envoyé des messages disant que tu allais être père. » Nathalie essaya de garder une voix ferme, mais elle s'effondrait à l'intérieur. Stéphane soupira profondément et s'assit sur le lit, loin d'elle.
Nathalie, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu as une maîtresse? Qu'elle est enceinte, que vous faites des plans dans mon dos. Sa voix montait, toute la douleur s'échappant d'un coup. Ce n'était pas prévu. C'est arrivé. C'est arrivé. Nathalie se leva, indignée. Tu as trébuché et tu es tombé sur elle. Elle est tombée enceinte par le vent. Stéphane baissa la tête. Cela a commencé il y a quelques mois. Elle travaille dans l'immeuble d'Aix-en-Grave côté de mon bureau. On se rencontrait parfois pour déjeuner. Quelques mois. Nathalie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Depuis combien de mois, Stéphane? 8. 8 mois. Il la trompait depuis 8 mois et elle n'avait rien remarqué. Comment une épouse ne s'aperçoit-elle pas que son mari a une autre femme depuis si longtemps? Toutes ces réunions qui s'éternisaient, ces week-ends de travail, ces appels téléphoniques qu'il prenait dans le jardin? Et le bébé? Elle est enceinte? Oui. Stéphane parla comme s'il annonçait la météo. Sans émotion, sans remords. Nathalie s'effondra au sol. Littéralement. Ses jambes ne la supportèrent plus et elle s'assit là, sur le tapis de la chambre, pleurant comme une enfant. Toute cette souffrance de ne pas pouvoir donner un enfant à Stéphane, toutes ces consultations médicales, tous ces traitements douloureux et il avait eu un bébé avec la première femme venue. Nathalie, lève-toi de là. Stéphane tenta de l'aider, mais elle le repoussa. Ne me touche pas, ne me touche plus. Elle se leva seule, essuyant ses larmes du revers de la main. Je vais assumer le bébé. Stéphane dit cela comme s'il lui rendait un service. Léa le mérite. Et moi? Je ne mérite rien. Tu es une femme merveilleuse, Nathalie, mais tu ne peux pas me donner d'enfant. Léa a réussi. La cruauté de cette phrase résonna dans la chambre. Nathalie regarda l'homme qu'elle avait épousé, avec qui elle avait rêvé de construire une famille, et vit un étranger, un homme froid, capable de lui jeter à la figure ce qui la blessait le plus. Alors c'est ça? Tu vas m'abandonner à cause d'un ventre? Ce n'est pas seulement le ventre, c'est qu'avec Léa, je me sens à nouveau jeune. Elle est différente. Mais elle est quoi? Plus belle, plus jeune. Dis-le tout de suite. Stéphane hésita, mais la vérité sortit. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu chez une femme. Ces mots furent le coup de grâce. Nathalie réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu son mari, mais aussi l'illusion d'avoir un jour été aimée par lui. Si Léa était tout ce qu'il avait toujours voulu, alors elle n'avait jamais rien été. Je vais faire mes valises. Stéphane se leva et commença à prendre des vêtements dans l'armoire. Tu pars aujourd'hui. Léa m'attend. J'ai déjà loué un appartement pour nous. Nathalie n'arrivait pas à y croire. Il avait déjà un appartement avec sa maîtresse. Il avait déjà une vie établie pendant qu'elle jouait à la dinette seule. Combien de nuits avait-elle préparé un dîner élaboré en l'attendant, sans savoir qu'il construisait une nouvelle famille avec une autre femme. Stéphane remplit 2 valises avec ses affaires les plus importantes. Nathalie resta immobile dans un coin de la chambre, voyant toute sa vie se défaire en quelques minutes. 12 ans résumés en 2 valises. Quand il eut fini, il s'approcha d'elle. Nathalie, je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas de le découvrir comme ça. Et comment je méritais de le découvrir? Quand Léa serait à la maternité en train d'accoucher de ton enfant. Stéphane ne répondit pas, prit les valises et se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, son téléphone sonna. Il répondit devant Nathalie, sans aucune pudeur. Salut, mon amour. J'arrive. Oui, elle sait déjà tout. Stéphane regarda Nathalie en parlant. Non, ce n'était pas difficile. Elle a compris la situation. Nathalie sentit une colère monter en elle qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. Comment osait-il dire qu'elle avait compris la situation? Comment osait-il parler à sa maîtresse devant elle, comme si elle était un meuble de la maison?
Et dis-lui que je n'ai rien compris. Nathalie parla assez fort pour que Léa l'entende de l'autre côté de la ligne. Et dis-lui qu'après des années de mariage, je n'ai pas compris comment tu es devenu un homme sans scrupules. Stéphane raccrocha rapidement. Pas besoin d'être grossière. Grossière? Moi. Nathalie rit, mais il n'y avait rien de drôle dans ce rire. Le grossier ici, ce n'est pas moi. Il sortit sans regarder en arrière. Nathalie entendit la voiture démarrer dans le garage, le portail s'ouvrir, le bruit du moteur s'éloigner et puis, finalement, le silence. Un silence qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Elle se regarda dans le miroir de la chambre, cheveux ébouriffés, visage gonflé d'avoir trop pleuré, chemise de nuit froissée. C'est ainsi que des années de mariage se terminaient. Avec elle anéantie dans la chambre vide, pendant que Stéphane courait dans les bras d'une femme enceinte de l'enfant qui aurait dû être le sien. Cette nuit-là, Nathalie dormit du côté du lit qui avait toujours été le sien. Mais pour la première fois, le lit parut immense et glacial, et elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Le pire était encore à venir. Des mois passèrent et Nathalie découvrit que la douleur de la trahison était comme une blessure qui ne cicatrisait pas. Chaque matin, elle se réveillait, espérant que cela n'avait été qu'un terrible cauchemar, mais le lit vide à côté du sien confirmait que tout était bien trop réel. Ce fut lorsque ses amis commencèrent à lui envoyer des photos par WhatsApp que Nathalie comprit l'ampleur de l'humiliation publique qu'elle subissait. La première photo montrait Stéphane et Léa entrant dans une boutique de bébés du centre commercial Alma de Rennes. Elle était radieuse, le ventre déjà bien apparent, choisissant un berceau qui coûtait plus que le salaire de la plupart des gens. La deuxième photo fit encore plus mal. Léa postait sur les réseaux sociaux, le ventre à l'air, écrivant « Quand Dieu ferme une porte, il ouvre un portail. Mon prince s'est enfin libéré du passé et maintenant nous ne sommes plus que nous trois. Moi, lui et notre bébé. » Nathalie lut ce message des dizaines de fois. Elle s'est libérée du passé. C'est ainsi que Léa se référait à elle, comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'un obstacle que Stéphane avait surmonté, comme si elle était un vieux meuble qu'on avait enfin jeté. Mais ce fut la troisième photo qui fit comprendre à Nathalie que Stéphane ne l'avait pas seulement abandonnée. Il avait planifié d'effacer toute trace d'elle de sa vie. L'image montrait Léa à l'intérieur de la maison où Nathalie avait vécu tant d'années, en train de redécorer, les choses étant remplacées. Le jardin qu'elle entretenait tous les week-ends était en pleine rénovation. Léa n'était pas seulement en train de prendre le mari de Nathalie, elle était en train de prendre toute sa vie. Ce même jour, Nathalie reçut la visite d'un avocat, un homme élégant, avec une mallette en cuir coûteuse et un sourire professionnel. Il lui tendit une pile de papiers qui ferait s'effondrer n'importe qui. « Madame, votre mari demande le divorce et voici les conditions qu'il vous propose. » Nathalie lut chaque ligne de ces documents, sentant son cœur se briser un peu plus. Stéphane voulait garder la maison, l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble, les économies, tout. Pour elle, il offrait une somme qui suffisait à peine à louer un appartement décent pendant quelques années. « Et si je n'accepte pas ?» L'avocat ajusta ses lunettes. « Madame, votre mari a les ressources nécessaires pour prolonger ce processus pendant des années. Et pendant ce temps, vous n'aurez accès à rien, ni à la maison, ni à l'argent. Il suggère que vous acceptiez la proposition pour éviter de plus grands désagréments. » De plus grands désagréments. Comme si ce n'était pas un désagrément suffisant de découvrir que son mari avait une maîtresse enceinte et voulait maintenant laisser sa femme dans la misère. « Et quelle est son urgence ?» demanda Nathalie, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Le bébé va naître dans quelques mois. Votre mari veut régulariser la situation avant cela. » Régulariser la situation ? Quelle expression élégante pour dire que Stéphane voulait se débarrasser de son épouse légitime avant d'officialiser sa nouvelle famille. Nathalie signa les papiers ce jour-là, non parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle n'avait pas la force de se battre. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus seule, plus fatiguée, plus invisible. C'était comme si Léa n'avait pas seulement volé son mari, mais aussi sa volonté de se battre. Quelques jours plus tard, la pire nouvelle arriva. Une connaissance appela,
racontant qu'elle avait vu Stéphane à une étude notariale, changeant son testament. Tout ce qu'il possédait serait désormais laissé à Léa et au bébé. Si quelque chose lui arrivait, Nathalie n'hériterait même pas de la montre qu'elle lui avait offerte comme cadeau de mariage. Mais l'humiliation finale survint lorsque Nathalie fut contrainte de quitter la maison. Léa voulait emménager avant la naissance du bébé et Stéphane avait donné à Nathalie un délai d'1 semaine pour retirer ses affaires. Nathalie passa cette semaine à emballer 12 ans de vie dans des cartons. Chaque objet qu'elle gardait racontait une histoire. La vaisselle qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage, les photos des voyages qu'ils avaient faits ensemble, les livres qu'ils lisaient pour dormir, tout allait dans des cartons, comme s'il s'agissait de simples objets sans valeur. Le dernier jour, alors qu'elle retirait les dernières affaires, Léa arriva avec Stéphane pour superviser le déménagement. Nathalie la vit personnellement pour la première fois et dut admettre qu'elle comprenait la fascination de Stéphane. Léa était vraiment belle, jeune, blonde, avec cette lumière spéciale qu'ont les femmes enceintes. « Oh là là, tu as gardé beaucoup de choses inutiles », commenta Léa en regardant les cartons de Nathalie. « Heureusement, je vais pouvoir tout redécorer à partir de zéro. » Stéphane ne dit rien. Il resta là, regardant Nathalie porter seule les cartons les plus lourds, comme si elle était une employée engagée pour le déménagement. « Stéphane, peux-tu m'aider avec ce carton ?» demanda Nathalie, en montrant un carton rempli de livres. « Léa est enceinte. Je ne peux pas porter de poids et la rendre nerveuse, » répondit-il sans même regarder Nathalie. Léa sourit victorieusement. « C'est vrai. Le médecin a dit que je devais éviter tout stress et voir. Cette ex-femme est un peu stressant, n'est-ce pas ?» Nathalie porta le carton seule et tous les autres aussi. Stéphane resta aux côtés de Léa, la main sur son ventre, comme s'il protégeait un trésor. Quand Nathalie posa le dernier carton dans le camion de déménagement, Léa tint à lui donner un dernier coup. « Nathalie, sans vouloir être méchante, mais tu devrais profiter de ce déménagement pour refaire ta vie, chercher quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui ne veuille pas d'enfant. Car convenons-en, n'est-ce pas? Tu as déjà essayé avec Stéphane pendant tant d'années et tu n'as jamais réussi. Peut-être vaut-il mieux accepter que tu n'en auras pas. » Chaque mot de Léa était comme un coup de poing dans l'estomac. Nathalie regarda Stéphane, espérant qu'il dirait quelque chose qui défendrait au minimum sa dignité, mais il resta silencieux, caressant le ventre de sa petite amie. « Mais tu as raison, » répondit Nathalie, les surprenant tous les deux. « Je dois vraiment refaire ma vie. » Léa sourit, pensant avoir complètement gagné, mais quelque chose dans le ton de la voix de Nathalie fit froncer les sourcils à Stéphane. Il y avait là une détermination à laquelle il ne s'attendait pas. Nathalie monta dans le camion de déménagement et leur fit un signe. « Prenez bien soin de la maison. Je l'ai construite avec beaucoup d'amour. » Alors que le camion s'éloignait, Nathalie vit dans le rétroviseur Léa et Stéphane entrer dans la maison qui avait un jour été la sienne. Léa riait, montrant le jardin du doigt, planifiant probablement tous les changements qu'elle allait y apporter. À ce moment-là, en conduisant vers le minuscule appartement qu'elle avait réussi à louer, Nathalie prit une décision. Elle n'allait pas pleurer pour toujours. Elle n'allait pas laisser Léa et Stéphane penser qu'ils l'avaient complètement détruite. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir obtenu tout ce qu'ils voulaient sans conséquence. Mais la vie a une manière curieuse d'enseigner des leçons à ceux qui pensent pouvoir marcher sur les autres sans problème. Nathalie savait encore comment, mais elle était certaine qu'un jour la vérité éclaterait. Et quand cela arriverait, Léa découvrirait que certaines victoires coûtent bien plus cher qu'on ne l'imagine. En conduisant à travers Rennes, voyant la vie suivre son cours normalement pour toutes les autres personnes, Nathalie se fit une promesse silencieuse. Elle n'allait pas rester éternellement dans la position de victime. Elle allait trouver un moyen de se relever, de se reconstruire, de prouver qu'elle valait bien plus que Stéphane et Léa ne l'imaginaient. Parce que parfois, quand on perd tout, c'est exactement là qu'on découvre de quoi on est vraiment capable. L'appartement que Nathalie réussit à louer se trouvait dans un vieil immeuble, loin de tout ce qu'elle connaissait. 2 chambres minuscules, une cuisine de la taille d'une armoire et une fenêtre donnant sur le mur du voisin. C'était l'opposé complet de la maison spacieuse où elle avait vécu tant d'années,
mais c'était ce que son argent lui permettait. Maintenant, pendant la première semaine, elle espérait encore que ses amis viendraient lui rendre visite, pour lui apporter leur soutien, pour lui montrer qu'elle n'était pas complètement seule au monde, mais le téléphone ne sonnait pas. Les messages sur WhatsApp diminuaient chaque jour et quand ils sonnaient, c'était toujours du même genre. Nathalie, j'ai appris pour le divorce. Quelle situation difficile, n'est-ce pas? Mais la vie continue. La première trahison de ses amis vint par Sophie, sa meilleure amie depuis 15 ans. Elles avaient partagé des secrets, des voyages, des après-midi entiers à parler de leur mari, de leurs rêves, de leurs peurs. Nathalie pensait que si quelqu'un allait rester à ses côtés, ce serait Sophie. Ce fut lorsqu'elle vit les photos sur Instagram qu'elle comprit à quel point elle s'était trompée. Sophie était à la fête d'anniversaire de Léa, souriante, trinquant, célébrant comme si rien ne s'était passé. En légende, elle avait écrit « Célébrer la vie et les nouveaux départs avec des personnes spéciales ». Nathalie regarda cette photo des dizaines de fois, essayant de comprendre comment une personne qui se disait son amie pouvait célébrer avec la femme qui avait détruit son mariage. Mais l'explication arriva le lendemain par un message froid de Sophie. « Et Nathalie, tu dois comprendre qu'on ne peut pas choisir de camp. Stéphane est notre ami aussi. Léa semble être une personne gentille et ils sont heureux. Nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. Prisonniers du passé. » Comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'une phase que Nathalie devait surmonter rapidement pour ne déranger personne. La deuxième trahison vint de manière encore plus cruelle. Nathalie découvrit qu'elle avait perdu son emploi dans l'entreprise de marketing où elle travaillait depuis 8 ans. Le chef, Monsieur Pierre, l'appela un vendredi et lui expliqua avec embarras qu'ils allaient devoir restructurer son département. « C'est une question économique, Nathalie, tu comprends, n'est-ce pas ?» Mais Nathalie n'était pas naïve. Elle savait que Stéphane avait de l'influence dans cette entreprise. Il avait plusieurs contrats avec eux, brassé beaucoup d'argent et maintenant qu'elle n'était plus sa femme, elle était devenue un problème. « Monsieur Pierre, cela a-t-il à voir avec mon divorce ?» L'homme baissa la tête, confirmant sans avoir besoin de parler. « Nathalie, vous êtes une excellente professionnelle, mais la situation est devenue compliquée. Stéphane a suggéré qu'il serait préférable pour tout le monde que vous cherchiez d'autres horizons. » D'autres horizons? Quelle expression élégante pour dire que son ex-mari avait demandé son licenciement. Nathalie quitta ce bureau portant une boîte avec ses effets personnels, sentant qu'elle perdait bien plus qu'un emploi. Elle perdait l'identité qu'elle avait construite pendant des années, le respect professionnel, l'indépendance financière. Mais la pire de toutes les trahisons vint de sa propre famille. Nathalie appela sa sœur aînée, Christine, espérant y trouver au moins un peu de compréhension. Les deux avaient toujours été proches, partageant tout depuis leur enfance. « Et Christine, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je me sens tellement seule. » Et Nathalie, écoute, je comprends ta douleur, mais tu dois faire une introspection. Et quel genre d'introspection? N'as-tu pas échoué en tant qu'épouse? N'as-tu pas laissé Stéphane manquer de quelque chose? Un homme ne trompe pas sans raison. Les mots de sa sœur firent plus mal que tout ce que Stéphane ou Léa avaient dit. C'était sa propre famille qui la blâmait pour la trahison qu'elle avait subie. Comment peux-tu dire une chose pareille? Nathalie? Désolé d'être direct, mais tu n'as jamais pu lui donner d'enfant. N'importe quel homme finirait par chercher ça ailleurs. Et maintenant, Léa a réussi ce que tu n'as pas pu. Nathalie raccrocha le téléphone et pleura pendant des heures. Même sa famille était du côté de Stéphane. Même les personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement pensaient qu'elle méritait d'être abandonnée pour ne pas pouvoir tomber enceinte. Les jours suivants furent un mélange de chômage, de solitude et de désespoir. Nathalie ne sortait de chez elle que pour acheter le nécessaire, évitant les endroits où elle pouvait rencontrer des connaissances. Chaque sortie était un risque d'entendre des commentaires méchants ou de recevoir des regards de pitié. Ce fut un de ces jours au supermarché qu'elle eut la rencontre la plus humiliante de toutes. Nathalie était à la caisse quand elle entendit un rire familier derrière elle. Elle se retourna et vit Léa avec deux amis poussant un caddie rempli de produits coûteux.
Son ventre était encore plus gros et elle portait des vêtements qui coûtaient plus que le loyer de l'appartement de Nathalie. Les filles, vous ne savez pas ce qui s'est passé hier, disait Léa à voix haute, comme si elle voulait que tout le monde entende. L'ex-femme de Stéphane l'a appelée, en pleurant, pour lui demander de l'argent. Elle a dit qu'elle était en difficulté. Les amis rirent comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Sérieusement? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle devait apprendre à se débrouiller seule, que ce n'était plus son problème. Léa rit encore plus fort. Imagine une femme de son âge, sans enfant, sans mari, sans travail, elle doit être désespérée. Nathalie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle n'avait jamais appelé Stéphane pour lui demander de l'argent. Léa inventait cette histoire juste pour l'humilier publiquement. Et il a bien accepté, il ne l'a même pas rappelé. Elle a dû comprendre le message. Léa ajusta son ventre avec fierté. Pauvre d'elle, elle doit réaliser maintenant qu'elle a perdu le seul homme qui aurait jamais voulu d'elle. Nathalie ne put plus rester dans la file, abandonna ses courses dans le caddie et sortit en courant du supermarché, entendant les rires de Léa résonner derrière elle. Elle arriva chez elle anéantie, réalisant qu'elle n'avait plus nulle part où fuir. Ses amis avaient choisi le camp de Stéphane. Sa famille pensait qu'elle méritait d'être abandonnée. Le travail était devenu impossible sous l'influence de son ex-mari. Et maintenant, Léa répandait des mensonges à son sujet en public. Cette nuit-là, Nathalie se regarda dans le miroir de la minuscule salle de bain et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Cheveux non coupés depuis des semaines, yeux gonflés à force de pleurer, peau pâle de quelqu'un qui ne sortait pas au soleil. C'était comme si la Nathalie d'avant était morte avec le mariage. Elle prit le téléphone et, pendant quelques instants, envisagea d'appeler Stéphane, non pas pour demander de l'argent, comme Léa l'avait inventé, mais pour implorer qu'il cesse de détruire ce qui restait de sa vie, pour demander un peu de compassion pour ce qu'ils avaient vécu ensemble. Mais quand elle allait composer le numéro, elle se rappela la froideur avec laquelle il avait quitté la maison, la façon dont il était resté silencieux pendant que Léa l'humiliait, la façon dont il avait demandé son licenciement. Stéphane n'aurait aucune pitié pour elle. Il raconterait simplement à Léa que son ex-femme avait appelé en pleurant, donnant plus de munitions pour les humiliations publiques. Nathalie lâcha le téléphone et prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle devrait tout reconstruire seule. Elle devrait trouver des forces qu'elle ne savait pas avoir, car attendre la compassion de ceux qui l'avaient trahi et abandonné ne ferait que prolonger la souffrance. Cette nuit-là, seule dans l'appartement silencieux, Nathalie se fit une promesse. Elle ne laisserait pas Léa et Stéphane avoir le plaisir de la voir détruite pour toujours. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de confirmer qu'elle était vraiment une femme qui ne valait rien. Parce que parfois, quand on perd tout et tout le monde, c'est là qu'on découvre que la seule personne en qui on peut avoir confiance est soi-même et que cela, aussi effrayant que cela puisse paraître, peut être le début d'une force qu'elle n'imaginait même pas exister. Mais Nathalie ne savait pas encore que le pire ne faisait que commencer et que les humiliations qu'elle avait subies jusqu'à présent sembleraient minimes comparées à ce que Léa lui préparait. Quelque temps s'était écoulé depuis la rencontre humiliante au supermarché et Nathalie avait pris une décision qui allait tout changer. Elle n'allait plus accepter d'être la victime silencieuse que tout le monde piétinait. Si Léa et Stéphane pensaient avoir complètement gagné, ils étaient sur le point de découvrir que Nathalie avait encore quelques cartes en main. La première chose qu'elle fit fut d'utiliser une partie du peu d'argent qu'elle avait pour engager un détective privé. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Elle devait découvrir qui était vraiment Léa, car quelque chose chez cette femme ne collait pas. Le détective s'appelait Philippe, un homme discret qui travaillait sur des cas d'infidélité depuis plus de 15 ans. Lorsque Nathalie expliqua la situation, il hocha la tête en connaissance de cause. « Madame, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de cas. De jeunes femmes qui apparaissent de nulle part dans la vie d'hommes riches. Il y a presque toujours autre chose derrière. » Quel genre de chose? Nous allons le découvrir, mais donnez-moi un peu de temps. En attendant le résultat de l'enquête, Nathalie décida de faire sa propre recherche. Elle commença par les réseaux sociaux de Léa, étudiant chaque photo, chaque publication, chaque commentaire.
Et c'est là qu'elle remarqua la première chose étrange. Léa prétendait avoir obtenu un diplôme en administration dans une grande école de commerce privée à Rennes. Mais quand Nathalie appela là-bas, se faisant passer pour une entreprise intéressée par l'embauche, elle découvrit qu'aucune Léa avec ce nom de famille n'avait obtenu son diplôme dans cette institution. Le deuxième mensonge apparut lorsque Nathalie enquêta sur le parcours professionnel de Léa. Elle disait travailler dans une entreprise de marketing digital, mais quand Nathalie passa devant l'adresse que Léa mettait sur LinkedIn, elle ne trouva qu'un immeuble de bureau désaffecté. « Et qui es-tu vraiment, Léa » murmura Nathalie à elle-même, assise devant son ordinateur au milieu de la nuit. La réponse arriva quand Philippe appela avec les premières découvertes. « Madame Nathalie, asseyez-vous car ce que je vais vous raconter va vous choquer. » Nathalie se prépara au pire, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle entendit. « Léa a déjà fait ça avant, 3 fois. » « Comment ça ? » Elle a un mode opératoire. Elle cherche des hommes plus âgés, mariés, avec de l'argent, s'approche, séduit, tombe enceinte et ensuite prend tout ce qu'elle peut. Les ex-maris paient des pensions, elle garde l'appartement, la voiture, les bijoux. Le cœur de Nathalie s'emballa. Et les autres hommes ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? L'un d'eux a fait faillite en payant la pension d'un enfant dont il a découvert plus tard qu'il n'était pas le sien. L'autre a eu une grave dépression et a dû être interné. Le troisième a réussi à prouver en justice qu'il avait été trompé, mais il avait déjà perdu sa maison, son entreprise, sa famille. Nathalie sentit un mélange d'horreur et de soulagement. Horreur de découvrir que Léa était encore pire qu'elle ne l'imaginait. Soulagement de savoir qu'elle n'était pas folle, qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez cette femme. Y a-t-il autre chose, madame ? Léa utilise de faux noms. Son vrai nom est Camille Dubois et elle a des antécédents judiciaires pour escroquerie. Antécédents judiciaires ? Elle a escroqué des personnes âgées, se faisant passer pour une infirmière. Elle a pris des bijoux et de l'argent à plusieurs familles avant d'être découverte. Nathalie raccrocha le téléphone en tremblant. Stéphane n'avait pas seulement été attiré, il avait été complètement trompé par une criminelle professionnelle, une femme qui faisait de la destruction des familles un mode de vie. Mais il y avait une pièce du puzzle qui ne s'assemblait pas encore, la grossesse. Si Léa était si calculatrice, pourquoi était-elle tombée enceinte tout de suite ? Cela ne faisait pas partie de son mode opératoire avec les autres hommes. La réponse vint lorsque Nathalie décida de suivre Léa personnellement. Elle passa tout un après-midi à observer sa routine et c'est alors qu'elle vit quelque chose qui changea tout. Léa sortit de l'appartement qu'elle partageait avec Stéphane et se rendit directement à un café au centre-ville. Là, elle rencontra un jeune homme brun qui l'embrassa sur la bouche avant même qu'elle ne s'asseye. Nathalie faillit s'étouffer. Léa trompait Stéphane. La femme qui avait détruit son mariage faisait exactement la même chose à Stéphane. Mais le choc fut plus grand quand elle entendit la conversation des deux. Elle s'approcha, faisant semblant de lire un livre à une table voisine, et écouta chaque mot. « Oh mon amour, je ne supporte plus de faire semblant que ce bébé est du vieux. » Léa parlait doucement, mais Nathalie pouvait entendre parfaitement. « Calme-toi, mon amour, il ne reste plus beaucoup de temps. Quand il sera né, on disparaîtra avec son argent et on vivra notre vie loin d'ici. Mais et s'il se doute que l'enfant n'est pas le sien ? Il ne se doutera pas. Tu as bien calculé les dates. Il pense que c'était lors de cette nuit de réconciliation que vous avez eu. » Nathalie sentit le monde tourner. Le bébé n'était pas de Stéphane. Léa avait tout planifié dans les moindres détails, tombant enceinte de son vrai petit ami, mais faisant croire à Stéphane qu'il était le père. Et son ex-femme ne posera pas de problème. Léa rit avec mépris. Cette pauvre est détruite, sans amis, sans travail. Personne ne la croit plus. Même si elle se doute de quelque chose, qui va l'écouter ? Tu es terrible. L'homme rit, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Terrible et efficace. Dans quelques mois, nous serons riches et libres. Nathalie quitta le café, les jambes tremblantes, mais le cœur battant pour la première fois depuis des mois.
Elle avait l'information dont elle avait besoin. Elle avait la preuve que Léa n'était pas victime de la passion, mais une criminelle professionnelle. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Philippe. « Et Philippe, j'ai besoin de photos et d'enregistrements. Léa trompe Stéphane avec un autre homme. Madame, ça ne va pas être donné. Peu importe le prix. Je veux toutes les preuves possibles. » Pendant cette période, Nathalie se transforma en une enquêtrice déterminée. Avec Philippe, elle documenta toutes les rencontres de Léa avec le véritable père du bébé, photographies, enregistrements, conversations téléphoniques. Le plus choquant fut de découvrir que Léa non seulement trompait Stéphane, mais aussi le volait. Elle avait un compte secret où elle gardait l'argent qu'elle retirait de l'entreprise de Stéphane en utilisant des cartes qu'il ne savait même pas exister. Madame Nathalie, dit Philippe lors d'une des réunions. Cette femme est un danger public. Elle ne fait pas seulement tromper votre ex-mari, elle commet plusieurs types de crimes. Mais la découverte finale fut celle qui choqua le plus Nathalie. En cherchant dans les dossiers médicaux auxquels Philippe avait pu accéder, elle découvrit quelque chose qui allait tout changer. Pendant la durée de leur mariage, elle et Stéphane avaient fait plusieurs examens de fertilité. À l'époque, les médecins leur avaient dit que le problème venait d'elle, que ses taux hormonaux indiquaient une difficulté à tomber enceinte. Mais quand elle montra ces mêmes examens à un médecin ami de la famille, le docteur Nicolas, il fronça les sourcils. Nathalie, qui a interprété ces examens? Le médecin qui nous suivait à l'époque. Pourquoi? Parce que l'interprétation est complètement fausse. Vos examens sont normaux. Le problème ne vient pas de vous. Comment ça? Le docteur Nicolas prit les examens de Stéphane et les analysa attentivement. Après quelques minutes, il leva la tête avec une expression grave. Nathalie, je dois vous dire quelque chose qui va vous choquer. D'après les examens de Stéphane, il a une azoospermie sévère. Cela signifie qu'il est complètement stérile. Il n'a aucune possibilité d'avoir des enfants naturellement. Le monde de Nathalie bascula. Complètement stérile. Complètement. Si Léa est enceinte, le bébé n'est définitivement pas le sien. À ce moment-là, Nathalie comprit l'ampleur totale de la supercherie. Stéphane l'avait abandonnée, pensant qu'elle était stérile, alors qu'en réalité, le problème venait toujours de lui. Léa le savait, c'est pourquoi elle avait eu une liaison parallèle pour tomber enceinte, mais avait fait croire à Stéphane qu'il était le père. Docteur, pourquoi le médecin a-t-il dit que le problème venait de moi? Malheureusement, certains professionnels préfèrent blâmer la femme pour ne pas blesser l'ego masculin. C'est un terrible préjugé, mais cela arrive encore. Nathalie quitta le cabinet avec un mélange de colère et de soulagement. Colère d'avoir été injustement blâmée pendant toutes ces années. Soulagement de savoir qu'il n'y avait jamais eu rien de mal chez elle. Cette nuit-là, en organisant toutes les preuves qu'elle avait collectées, Nathalie réalisa qu'elle avait en main le pouvoir de détruire complètement la supercherie de Léa. Elle avait des photos de la trahison, des enregistrements des conversations, des preuves des vols et maintenant la confirmation médicale que Stéphane était stérile. Mais elle ne voulait pas seulement démasquer Léa en privé. Elle voulait le faire de la manière la plus publique et humiliante possible. De la même manière qu'elle avait été humiliée au supermarché, devant tout le monde, et elle savait exactement où cela allait se passer. Stéphane organisait une fête luxueuse pour annoncer son mariage avec Léa et présenter officiellement le bébé à venir. Tous les amis, la famille, les associés de l'entreprise seraient là. Ce serait le cadre parfait pour la plus grande révélation de sa vie. Nathalie sourit pour la première fois depuis des mois. Léa pensait avoir gagné, avoir réussi à tromper tout le monde parfaitement, mais elle ne savait pas que la femme qu'elle avait humiliée et méprisée s'était transformée en une force qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. La fête aurait lieu dans quelques jours et quand elle arriverait, Nathalie serait là. Non pas comme l'ex-épouse humiliée et vaincue que tout le monde s'attendait à voir, mais comme la femme qui allait révéler la vérité la plus choquante que ces gens aient jamais entendue. La fête se déroulait dans l'hôtel particulier le plus luxueux de Rennes, le genre d'endroit où seules les personnes très riches célébraient les moments les plus importants de leur vie.
Stéphane n'avait lésiné sur rien. Des fleurs importées, du champagne français, un orchestre jouant de la musique classique et un buffet qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Léa était radieuse, portant une robe beige qui avait coûté une fortune et qui mettait parfaitement en valeur son ventre déjà bien visible. Elle circulait dans la fête, recevant des félicitations, des embrassades, des cadeaux coûteux, comme si elle était une princesse couronnée. Chaque personne qui arrivait tenait à toucher son ventre et à souhaiter le bonheur au couple. « Stéphane, tu dois être aux anges », commenta Monsieur Pierre, l'un des associés de l'entreprise. « Là, après tant de temps à essayer d'avoir des enfants, tu as enfin réussi. » Stéphane sourit fièrement, la main possessive sur la taille de Léa. Ce fut une merveilleuse surprise. Léa m'a fait le plus précieux des cadeaux qu'un homme puisse recevoir. Léa sourit doucement, mais intérieurement, elle calculait combien d'argent elle pourrait encore extorquer à Stéphane avant de disparaître avec le véritable père du bébé. La fête était parfaite pour ses prétentions. Tous les présents étaient témoins que Stéphane assumait officiellement la paternité. Cela renforcerait toute procédure de pension alimentaire future. « Léa, tu es magnifique. » Sophie s'approcha avec un cadeau coûteux emballé. « Mais tu dois être si heureuse d'avoir réussi ce que Nathalie n'a jamais pu donner à Stéphane. » Merci, Sophie. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? Parfois, la bonne personne était juste là, attendant l'opportunité. Léa parla assez fort pour que les autres invités l'entendent. Chaque phrase était calculée pour humilier le souvenir de Nathalie. Ce qu'aucun d'entre eux n'attendait, c'est que Nathalie apparaisse réellement à la fête, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Quand les portes du salon s'ouvrirent et qu'elle entra, un murmure de surprise retentit dans toute la salle. Nathalie était complètement transformée. Cheveux bien coupés et coiffés, robe élégante, maquillage impeccable et, surtout, une confiance que personne n'avait vue chez elle pendant la terrible période suivant le divorce. Mais ce qui choqua vraiment tout le monde, ce fut l'homme qui entra à ses côtés. Le docteur. Nicolas était tout ce que Stéphane n'était pas, plus jeune, élégant, naturellement, et surtout, il traitait Nathalie avec une tendresse et un respect qui sautaient aux yeux de quiconque. « Oh mon Dieu, c'est Nathalie !» chuchota quelqu'un assez fort pour être entendu par la moitié du salon. Léa faillit s'étouffer avec son champagne en voyant l'ex-femme de Stéphane entrer comme si elle était la maîtresse des lieux. Mais ce qui la troubla vraiment fut de réaliser que Nathalie était seule et qu'elle semblait sincèrement heureuse aux côtés de cet homme. Stéphane devint blanc comme un linge. Il ne s'attendait pas à voir Nathalie ici, encore moins accompagnée et avec cette apparence confiante. Pendant tout le processus de divorce, il s'était habitué à la voir comme une femme vaincue, détruite, qui acceptait toute humiliation sans réagir. « Lui qui l'a invité ?» chuchota Léa à Stéphane, essayant de garder le sourire pour les invités. « Je ne sais pas. Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait. » Le docteur. Nicolas conduisait Nathalie à travers le salon avec la gentillesse d'un véritable gentleman. Il lui tirait la chaise pour qu'elle s'assoie, lui apportait des boissons, conversait poliment avec les gens qui s'approchaient. C'était le genre de traitement que Nathalie n'avait jamais reçu de Stéphane, pas même au début de leur mariage. « Nathalie, quelle surprise de vous voir ici. » Sophie s'approcha avec ce faux sourire que les gens arborent lorsqu'ils sont pris dans des situations embarrassantes. « Comment allez-vous ? » « Je vais très bien, Sophie. Merci beaucoup de demander. » Nathalie répondit avec une sérénité qui déconcerta son ancienne amie. « Et ce monsieur est le docteur. Nicolas, mon compagnon. Et Nicolas, voici Sophie, une ancienne connaissance. » Le docteur. Nicolas salua Sophie poliment, mais sans grand intérêt. Son attention était focalisée sur Nathalie et quiconque regardait pouvait voir qu'il se souciait vraiment d'elle. La nouvelle que Nathalie avait un compagnon médecin se répandit dans la fête comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tous les invités savaient que l'ex-femme vaincue de Stéphane n'était pas si vaincue que ça. « Et Nicolas, où travaillez-vous ? » demanda Monsieur Pierre, clairement curieux de la nouvelle situation. « Je suis urologue à l'hôpital Saint-Vincent de Rennes. » « Et comment avez-vous rencontré Nathalie ?
La question innocente du docteur. Nicolas créa un silence gênant. Comment expliquer que tous ici avaient abandonné Nathalie quand elle en avait le plus besoin? Comment dire qu'ils avaient choisi de rester du côté de Stéphane par intérêt? Ce fut alors que Léa décida de prendre l'initiative. Elle n'allait pas laisser Nathalie voler l'attention de sa fête. « Nathalie, c'est bien que vous ayez réussi à refaire votre vie, dit-elle, s'approchant avec son ventre exposé comme un trophée. Ça a dû être difficile de surmonter la déception de ne pas pouvoir donner d'enfant à Stéphane. » La phrase était un coup de poignard calculé pour humilier Nathalie devant tout le monde, surtout devant son nouveau compagnon. Léa voulait que le docteur Nicolas sache que Nathalie était une femme défectueuse, qui ne pouvait pas tomber enceinte. Mais la réaction de Nathalie fut complètement différente de ce à quoi Léa s'attendait. « Merci de votre préoccupation, Léa. D'ailleurs, puis-je vous poser une question sur votre grossesse ? » Bien sûr. Léa répondit avec assurance, pensant que Nathalie allait demander quelque chose comme quand le bébé allait naître ou si elle connaissait déjà le sexe. Comment va votre véritable petit ami? Ce brun que vous rencontrez au café du centre? Le silence qui tomba sur le groupe fut assourdissant. Léa devint pâle, trébuchant sur ses propres mots. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas? Nathalie sortit son téléphone portable de son sac avec la nonchalance de quelqu'un qui commente la météo. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Alors, à l'horreur de Léa et au choc de tous les présents, Nathalie commença à diffuser un enregistrement audio. La voix de Léa était reconnaissable entre toutes. « Oh mon amour, je ne supporte plus de faire semblant que ce bébé est du vieux. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quand il sera né, on disparaîtra avec son argent et on vivra notre vie loin d'ici. » L'enregistrement continua. Chaque mot était comme une bombe explosant au milieu de la fête. Les invités s'approchèrent, incrédules, entendant Léa avouer que le bébé n'était pas de Stéphane, qu'elle lui volait de l'argent, que tout n'était qu'une supercherie élaborée. Stéphane avait le visage de quelqu'un qui avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Léa, quoi? Comment peux-tu expliquer tout ça ?» Léa tenta désespérément de contrôler la situation, mais sa voix était rauque, nerveuse. « Pouvez-vous vraiment ?» Nathalie continua avec ce calme perturbant. « Alors expliquez aussi ceci. » Et elle montra à tous les photos que Philippe avait prises. Léa embrassant un autre homme. Léa entrant et sortant de petits hôtels en périphérie avec le véritable père de l'enfant. Léa utilisant les cartes de crédit de l'entreprise de Stéphane pour payer des rendez-vous romantiques avec son amant. Et puisque nous parlons d'explications, Nathalie continua en s'adressant directement à Stéphane. Et Nicolas a quelque chose d'intéressant à raconter sur ces examens de fertilité que nous avons faits. Le docteur Nicolas s'approcha de Stéphane avec le professionnalisme de quelqu'un qui s'occupait d'un patient. « Stéphane, je dois vous informer de quelque chose concernant vos anciens examens. Nathalie m'a montré les résultats et, malheureusement, il y a une information que vous n'avez pas reçue à l'époque. » Et quelle information? D'après vos examens, vous avez une azoospermie sévère. Cela signifie que vous êtes complètement stérile. Il n'y a aucune possibilité pour vous d'avoir des enfants naturellement. Toute la fête s'arrêta. Les serveurs cessèrent de servir des boissons. L'orchestre arrêta de jouer. 200 personnes restèrent dans un silence total, traitant l'information dévastatrice qu'elles venaient d'entendre. Stéphane regarda Léa, puis le docteur. Nicolas, puis Nathalie. « Stérile ? Je suis. Complètement stérile ? Ce qui signifie que si Léa est enceinte, le bébé n'est définitivement pas le vôtre. » Léa s'effondra littéralement. Elle s'assit sur une chaise proche, les mains sur le visage, sachant qu'elle avait été complètement démasquée devant tout le monde. « Mais comment ? Pourquoi personne ne m'a dit ça avant ?» demanda Stéphane, essayant encore de digérer l'information. Malheureusement, certains médecins préfèrent blâmer la femme pour ne pas blesser l'ego masculin, expliqua le docteur. Nicolas. C'est un terrible préjugé, mais cela arrive encore.
Nathalie a été injustement blâmée pendant toutes ces années. Stéphane regarda Nathalie avec une expression mêlant choc, remords et honte. Et Nathalie, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, Stéphane, mais tu savais que tu me trompais, tu savais que tu m'humiliais, tu savais que tu m'abandonnais quand j'avais le plus besoin de toi. La fête s'était transformée en tribunal public et Léa était l'accusée principale. Les invités la regardaient avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. La femme, qui quelques minutes auparavant était traitée comme une princesse, était maintenant vue comme une criminelle. Chers invités, Nathalie s'adressa à tous les présents. Je sais que cette situation est gênante pour vous aussi. Beaucoup d'entre vous m'ont abandonné quand j'avais besoin de soutien. Vous avez choisi de rester du côté de Stéphane parce que c'était plus pratique. La gêne dans le salon était palpable. Sophie baissa la tête, embarrassée. Monsieur Pierre et d'autres associés évitaient de regarder Nathalie directement. Mais je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je suis venu pour que la vérité éclate et pour que vous sachiez que parfois, la personne qui semble la plus faible est en réalité la plus forte. Le silence dans le salon était si pesant qu'on pouvait entendre le bruit des talons des gens se déplaçant nerveusement sur le sol en marbre. Léa restait assise sur la chaise, les mains couvrant son visage, essayant de digérer le fait que toute sa supercherie avait été découverte de la pire des manières. Stéphane était debout au milieu du salon, regardant tout le monde comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar et avait découvert qu'il vivait un autre encore pire. L'information qu'il était complètement stérile détruisait non seulement sa notion de paternité, mais toute la base de ce qu'il pensait savoir de lui-même. Léa, dit-il doucement, mais sa voix résonna dans le silence total. Lève la tête et regarde-moi. Elle leva lentement le visage, les yeux rouges et le maquillage coulé. Pour la première fois depuis que tout le monde la connaissait, Léa ne semblait pas une femme confiante et calculatrice. Elle semblait juste une personne qui avait été complètement découverte. Est-ce vrai ce que Nathalie dit? Léa ouvrit la bouche pour essayer de mentir une fois de plus, mais réalisa que cela ne servait à rien. Les enregistrements avaient été trop clairs. Les photos étaient incontestables et la présence du docteur. Nicolas confirmait que Stéphane était réellement stérile. Stéphane, je peux expliquer. Explique alors. Sa voix était plus forte cette fois, chargée d'une colère contenue qui effraya même les invités les plus proches. Explique comment tu es tombée enceinte d'un autre homme et m'a fait croire que c'était mon fils. J'avais peur de te perdre. Un mensonge. Nathalie intervint dans la conversation, sortant d'autres papiers de la pochette dorée qu'elle portait. Léa, ou plutôt, Camille Dubois, tu n'avais pas peur de perdre quoi que ce soit. Tu exécutais le même stratagème que tu as déjà appliqué à au moins 3 hommes avant Stéphane. Le vrai nom résonna dans le salon comme une bombe. Camille Dubois. Léa, ce n'était même pas son vrai nom. Et Camille Dubois a des antécédents judiciaires pour escroquerie. Nathalie continua de montrer des documents à qui voulait voir. Elle s'est spécialisée dans l'escroquerie d'hommes plus âgés, mariés, avec de l'argent. La méthode est toujours la même, séduire, séparer l'homme de sa femme et ensuite prendre tout l'argent, l'appartement, la voiture. Ce n'est pas vrai. Léa tenta de se défendre, mais sa voix était faible, sans conviction. N'est-ce pas, Léa? Nathalie ouvrit un autre dossier. Voici les noms des autres hommes que vous avez trompés. Jean Martin, entrepreneur immobilier, a fait faillite en payant la pension d'un enfant qui n'était pas le sien. Michel Dupont, propriétaire d'une chaîne de pharmacie, a eu une dépression grave lorsqu'il a découvert la vérité. Bernard Leroy, avocat. Arrêtez ça, cria Léa, se levant de sa chaise, mais son cri ne fit que confirmer que tout était vrai. Stéphane pâlit encore plus. Combien d'hommes as-tu trompé avant moi? Stéphane, s'il te plaît, laisse-moi expliquer en privé. Il n'y a plus de privé, répondit-il froidement. Mais tu as menti à 200 personnes ici aujourd'hui. Tu peux parler devant elles toutes. Le docteur. Nicolas s'approcha de Stéphane, réalisant que l'homme était trop bouleversé.
Stéphane, vous devez vous asseoir. Cette révélation peut provoquer un très grand choc. Je vais bien. Non, vous n'allez pas bien. En tant que médecin, je vois que vous êtes en état de choc. Vous devez traiter ces informations calmement. Mais Stéphane ne voulait pas de calme. Il voulait des réponses. Il se tourna vers Léa avec une expression que personne n'avait jamais vue. Le bébé, de qui est le bébé? Léa hésita, regardant autour d'elle dans le salon, cherchant une issue qui n'existait pas. Tous les invités la regardaient, attendant une réponse. C'est de Julien, chuchota-t-elle. Qui est Julien? Mon petit ami. La confession tomba comme un éclair au milieu de la fête. Stéphane dut s'appuyer sur une chaise pour ne pas tomber. Ton petit ami? Tu as un petit ami et tu es enceinte de lui? Oui. Et tu m'as fait croire que c'était mon fils? Oui. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Léa regarda tous les visages autour d'elle, y voyant du dégoût, du mépris, de la déception. Elle n'avait plus rien à perdre. Il était peut-être temps de dire la vérité complète pour la première fois de sa vie. Parce que tu es riche et il est pauvre. Dit-elle avec une froideur qui choqua tout le monde. Parce que tu pouvais offrir une bonne vie à mon enfant et lui non. Alors ce n'a jamais été une question d'amour? D'amour? Léa rit, mais c'était un rire amer, sans humour. Stéphane, tu as vraiment cru qu'une femme de 25 ans allait tomber amoureuse d'un homme de 47 ans, marié, juste pour ton charme? La cruauté de la réponse coupa le silence comme une lame. Stéphane réalisa qu'il avait été utilisé de la manière la plus froide possible. Tu n'as jamais rien ressenti pour moi. J'ai ressenti de la gratitude. Tu m'as donné une belle maison, des vêtements chers, une nouvelle voiture. Mais, mon amour, s'il te plaît. Sophie, qui observait tout de loin, s'approcha de Nathalie. Nathalie, comment avez-vous découvert tout cela? J'ai engagé un détective privé. J'ai passé tout ce temps à enquêter sur Léa. C'est-à-dire, Camille. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais pourquoi n'avez-vous pas dit à Stéphane avant? Nathalie regarda son ancienne amie avec une expression mêlant amertume et compréhension. Et Sophie, crois-tu vraiment que Stéphane m'aurait cru après tout ce qui s'est passé? Après que vous ayez tous choisi son camp? La question embarrassante résonna dans le salon. Combien de personnes ici avaient abandonné Nathalie quand elle en avait le plus besoin? Combien avaient choisi de rester du côté de Stéphane et Léa par commodité? De plus, Nathalie continua, j'avais besoin de preuves irréfutables. Je ne pouvais pas arriver ici avec de simples soupçons. J'avais besoin d'être absolument certaine de chaque accusation. Le docteur. Nicolas posa tendrement la main sur l'épaule de Nathalie. Et vous avez obtenu toutes les preuves nécessaires? Oui, mais ce n'était pas facile. Cela a demandé du temps, de l'argent et, surtout, du courage pour affronter la vérité. Stéphane s'approcha lentement de Nathalie, avec une humilité que personne n'avait jamais vue chez lui auparavant. Et Nathalie, je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser. Pas besoin de t'excuser d'avoir été trompé, Stéphane. Tu dois t'excuser de m'avoir abandonné de manière si cruelle. Mais tu as raison. Je t'ai abandonné de la pire façon possible. Je t'ai blâmé pour quelque chose qui n'a jamais été ta faute. Pendant toutes ces années de mariage, je me suis sentie défectueuse. Je pensais que j'avais un problème, que je ne pouvais pas te donner l'enfant que tu voulais. Et je t'ai laissé croire ça. Mais tu m'as laissé. Pire encore, tu as utilisé cela comme excuse pour me tromper. Le dialogue entre les ex-époux était observé par 200 personnes, mais il semblait trop intime pour être public. C'était le règlement de compte qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Léa réalisa qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation. Elle tenta un dernier coup désespéré. Stéphane, je sais que j'ai fait des erreurs, mais le bébé a besoin d'un père. Tu peux continuer à être son père, même en sachant la vérité.
La suggestion fut si absurde que plusieurs personnes laissèrent échapper des exclamations d'incrédulité. Tu as le courage de demander ça après tout ce que tu as fait. Stéphane la regarda avec dégoût. Après m'avoir humilié, menti, utilisé, tu penses au bébé? Tu penses à la pension que j'allais payer? Il la coupa froidement. À l'appartement que j'allais donner, à l'argent que tu allais continuer à recevoir. Léa baissa la tête, sachant qu'elle avait été démasquée jusque dans le moindre détail de ses prétentions. Stéphane, Nathalie intervint une fois de plus. Il y a une chose que tu ne sais pas encore sur Léa. Quoi d'autre? Elle volait de l'argent à ton entreprise. Il y a des cartes de crédit au nom de l'entreprise dont tu ne savais même pas l'existence. Stéphane devint rouge de colère. Comment ça, voler? Nathalie montra des relevés bancaires que Philippe avait obtenus. Des dizaines d'achats coûteux, des dîners dans des restaurants luxueux, des voyages de week-end, tout payé avec l'argent de son entreprise. Léa, est-ce vrai? Elle ne répondit pas, mais le silence fut une confirmation suffisante. Combien? Demanda Stéphane froidement. Combien? Quoi? Combien tu m'as volé? Léa marmonna quelque chose d'inaudible. Parle plus fort. 50 000 euros, plus ou moins. Le chiffre explosa dans le salon comme une autre bombe. 50 000 euros volés en plus de tout ce qu'elle avait déjà gagné en tant que petite amie. Et plus ou moins. Stéphane perdait son sang-froid. Et comment ça, plus ou moins? Ça aurait pu être 60 ou 70. La froideur avec laquelle Léa parlait de l'argent volé fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour de nombreux invités. Certaines personnes commencèrent à quitter la fête, trop embarrassées pour continuer à assister à ce spectacle. Mais d'autres restèrent hypnotisés par l'ampleur de la supercherie qui avait été révélée. Léa, dit Nathalie avec un calme perturbant. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Partir où? N'importe où, loin d'ici. La fête est finie pour toi. Léa regarda autour d'elle, cherchant au moins une personne qui lui montrerait un peu de compassion, mais tous les visages qu'elle voyait n'exprimaient que mépris et dégoût. Elle prit son sac et se dirigea vers la sortie, marchant lentement, comme si elle espérait que quelqu'un la rappellerait. Mais personne ne dit rien. 200 personnes assistèrent en silence au départ de Léa de la fête, de la vie de Stéphane et, probablement, de Rennes. Lorsque les portes se refermèrent derrière elle, le silence continua pendant quelques secondes, jusqu'à ce que quelqu'un commence à applaudir et d'autres se joignent. Et en quelques secondes, toute la fête applaudissait Nathalie. Ce n'était pas un applaudissement de célébration, c'était un applaudissement de reconnaissance, de respect, d'admiration pour une femme qui avait été complètement détruite et avait réussi à se relever de manière magistrale. Nathalie sourit pour la première fois depuis longtemps. Un sourire sincère de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Les jours qui suivirent la fête furent comme des vagues de tsunami émotionnels qui frappèrent la vie de toutes les personnes impliquées. Toute la ville de Rennes commentait ce qui s'était passé dans cet hôtel particulier luxueux et les réseaux sociaux ne parlaient d'autre chose. Stéphane passa les premiers jours enfermé dans l'appartement qu'il avait un jour partagé avec Léa, essayant de digérer l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Non seulement l'argent volé ou l'humiliation publique, il avait perdu quelque chose de bien plus précieux, la notion de qui il était vraiment et de ce qu'il valait réellement. Quand il réussit enfin à trouver le courage de sortir de chez lui, son premier arrêt fut le cabinet du docteur Nicolas. Il avait besoin de mieux comprendre sa condition médicale, mais surtout, il avait besoin d'un pont pour atteindre Nathalie. Docteur Nicolas, j'ai besoin de parler à Nathalie. Je dois m'excuser sincèrement, loin de toute cette confusion de la fête. Nicolas le regarda avec la gravité de quelqu'un qui connaissait bien la douleur humaine. Stéphane, Nathalie a subi un traumatisme profond à cause de vous. Elle se reconstruit, retrouve la paix. Êtes-vous sûr de vouloir la perturber à nouveau? Je veux juste qu'elle sache que j'ai compris l'ampleur de mon erreur, que je reconnais la façon dont je l'ai maltraitée. Et ensuite, qu'espérez-vous qu'il se passe? Stéphane resta silencieux un instant. Rien, je n'espère rien.
Je veux juste qu'elle ait la paix d'entendre des excuses sincères. Nicolas accepta de parler à Nathalie et, à la surprise de Stéphane, elle accepta de le rencontrer. Mais pas seul. Nicolas serait présent et ce serait dans un lieu public et neutre. La rencontre eut lieu dans une cafétéria discrète, loin de l'agitation du centre. Quand Stéphane arriva, Nathalie était déjà là, conversant tranquillement avec Nicolas. Elle semblait complètement différente de la femme anéantie qu'il avait laissée derrière lui. Nathalie ? Stéphane s'approcha, hésitant. Merci d'avoir accepté de me voir. Asseyez-vous, Stéphane. Nous allons parler comme des adultes. Il s'assit, observant son visage. Il y avait là une sérénité qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme si elle avait traversé un processus douloureux, mais qu'il avait renforcé de manière irréversible. Je suis venu pour m'excuser, des excuses sincères, sans essayer de me justifier. Je t'écoute, Nathalie. J'ai détruit notre vie à cause d'un fantasme. J'ai cru que Léa était tout ce que je voulais, alors qu'en réalité, tu as toujours été tout ce dont j'avais besoin. Elle l'écouta en silence, sans manifester de colère ni de rancœur, juste une attention respectueuse. Je t'ai blâmé de ne pas pouvoir avoir d'enfant alors que le problème venait toujours de moi. Je t'ai abandonné cruellement, j'ai laissé Léa t'humilier. J'ai permis que tu perdes ton travail. Stéphane ? Nathalie l'interrompit doucement. Tu as terminé ? Non. J'ai encore une chose à dire. Dis-le. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé, mais je n'ai pas su montrer cet amour de manière mature. J'ai confondu caprice et passion, nouveauté et bonheur. Nathalie acquiesça. Merci pour ces mots. C'est ce que j'avais besoin d'entendre pour avoir la paix. Et Nathalie, y a-t-il une possibilité de... Non, Stéphane. Il n'y en a pas. La réponse fut directe, mais pas cruelle, juste définitive. Nous avons une autre histoire. Elle a été belle à certains moments, douloureuse à d'autres, mais elle s'est terminée comme elle devait se terminer. Comment ça ? Elle m'a montré qui je suis vraiment quand je perds tout. Elle m'a appris que je peux me relever seul. Elle m'a fait découvrir que je mérite d'être aimé pour de vrai. Nicolas sourit discrètement, voyant la maturité avec laquelle Nathalie gérait la situation. Et Léa, demanda Stéphane. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Léa est retournée dans sa ville natale, d'après ce que j'ai entendu, mais Julien, le père du bébé, n'est plus avec elle. Et le bébé ? Il va naître et être élevé par la mère de Léa. Au moins, il aura une famille qui pourra lui donner de l'amour véritable. Stéphane baissa la tête. Tout le monde a perdu dans cette histoire. Pas tout le monde. Nathalie rectifia. J'ai beaucoup gagné. Gagné quoi ? Après tout ce que vous avez traversé ? J'ai gagné en connaissance de moi-même. J'ai gagné une force que je ne savais pas avoir. J'ai gagné la certitude que je peux recommencer autant de fois que nécessaire et surtout, elle regarda Nicolas avec une tendresse sincère. J'ai gagné quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner ou ne pas donner. Nicolas tint la main de Nathalie sur la table dans un geste simple, mais qui en disait plus que 1000 mots. Nathalie. Stéphane tenta une dernière fois. Si un jour tu veux réessayer avec lui, Stéphane, écoute bien ceci. Je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Mais pardonner ne signifie pas revenir. Pardonner signifie avancer en paix. Et si je change ? Si je prouve que je peux être différent ? Mais tu dois changer pour toi, pas pour moi. Tu dois découvrir qui tu es vraiment quand tu n'essaies d'impressionner personne. Le docteur. Nicolas décida de participer à la conversation. Stéphane, puis-je faire une suggestion médicale ? Bien sûr. Cherchez une aide professionnelle. Un psychologue. Vous avez également traversé des traumatismes. Vous avez été trompé, manipulé, utilisé. Cela laisse des traces qui doivent être traitées.
Vous pensez que j'ai besoin de thérapie? Je pense que tout le monde en a besoin à un moment donné dans la vie, surtout après des situations comme celle-ci. Stéphane acquiesça, réalisant que c'était peut-être vraiment le chemin pour se reconstruire. Et Nathalie, puis-je vous poser une dernière question? Oui. Réussissez-vous à être heureuse après tout ce qui s'est passé? Pour la première fois de la rencontre, Nathalie sourit. Stéphane, je suis déjà heureuse. Heureuse d'une manière que je n'ai jamais été auparavant. Comment ça? Quand j'étais mariée à toi, mon bonheur dépendait de ton approbation, de ton humeur, de tes décisions. Maintenant, mon bonheur vient de l'intérieur, de savoir qui je suis, de ce dont je suis capable, de ma valeur. Et Nicolas fait partie de ce bonheur? Oui, mais comme un complément, pas comme une base. La base, c'est moi-même. La conversation se termina naturellement. Stéphane comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais il comprit aussi que peut-être il ne devait pas y en avoir. Et Nathalie, merci pour tout ce que tu m'as appris, même sans le vouloir. C'est bien que tu aies réussi à apprendre quelque chose. Ils se dirent au revoir à la porte de la cafétéria. Une poignée de mains respectueuses, sans rancune, mais aussi sans nostalgie. Nicolas et Nathalie marchèrent ensemble dans la rue, main dans la main, parlant de leurs projets d'avenir. « Es-tu sûr de ne pas vouloir réessayer avec lui ?» demanda Nicolas, plus par curiosité que par insécurité. « J'en suis absolument certaine. Certaines ponts, une fois brûlées, ne doivent pas être reconstruites. Elles doivent seulement nous servir à passer de l'autre côté. » Et quel est cet autre côté? Le côté où je sais qui je suis, où je n'ai pas besoin de me rabaisser pour que quelqu'un se sente plus grand, où je peux être aimé pour ce que je suis vraiment. Quelque temps plus tard, les gens apprirent que Nathalie et Nicolas s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime, avec seulement les personnes qui comptaient vraiment. Rien d'ostentatoire, rien pour impressionner. Juste deux personnes qui s'étaient choisies par amour véritable. Stéphane ne s'est plus jamais engagé sérieusement avec quelqu'un. Il a suivi une thérapie pendant 2 ans. Il a appris sur lui-même, sur ses insécurités, sur la différence entre l'amour et la possession. Il a reconstruit son entreprise, a payé toutes les dettes que Léa avait contractées et vit aujourd'hui une vie plus simple, mais plus authentique. Léa n'a plus jamais été vue à Rennes. Le bébé est né en bonne santé et a été élevé par sa grand-mère, loin de toute cette confusion. Parfois, des gens commentent qu'ils l'ont vu dans d'autres villes, toujours à la recherche d'hommes riches, toujours avec la même histoire de femme amoureuse et enceinte. Sophie et les autres amis qui avaient abandonné Nathalie ont tenté de se rapprocher à nouveau après la fête, mais elle fut polie et ferme. Merci, mais je n'ai plus besoin de votre amitié. J'ai appris à valoriser la qualité, pas la quantité. 2 ans plus tard, Nathalie découvrit qu'elle était enceinte de Nicolas. La leçon la plus importante de toute cette histoire n'était pas sur la trahison ou la vengeance, c'était sur la résilience, sur la capacité que chaque être humain a de se relever des pires situations et d'en sortir plus fort. Nathalie a prouvé que peu importe le nombre de fois où la vie nous abat, nous pouvons toujours choisir de nous relever. Peu importe le nombre de personnes qui nous abandonnent, nous pouvons toujours choisir de nous retrouver. Peu importe le nombre de mensonges qu'on nous raconte, nous pouvons toujours choisir de vivre dans la vérité. Et, surtout, elle a prouvé que l'amour-propre est le seul amour qui ne peut jamais nous être enlevé. C'est le seul qui vaille vraiment la peine d'être cultivé, car c'est la base de tous les autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un demande à Nathalie si elle regrette quelque chose, elle répond « Je regrette d'avoir mis si longtemps à découvrir ma propre valeur, mais je remercie la vie de m'avoir donné l'occasion de le découvrir, car parfois, tout perdre est la seule façon de découvrir que nous n'avons jamais eu besoin de rien d'autre que de nous-mêmes pour être complètement heureux. » Fin de l'histoire.